Ma chère Élodie, tu es ma bien-aimée cousine, mais avant d'être ma cousine, et c'est bien la raison pour laquelle j'ai eu cœur à te tendre le micro de Planète Vagabonde, tu es une jeune écrivain et blogueuse littéraire talentueuse, passionnée, connue pour ton regard sensible et exigeant sur les livres et sur la vie à travers ton blog La Vie Ardente. Tu es une lectrice vorace, tu es une critique attentive et une plume déjà très affirmée. Tu viens de publier ton premier ouvrage, Rire ou sombrer, ce que la brume sait de moi, qui est un récit courageux et profondément humain, dans lequel tu racontes sans détour ton combat intérieur, tes chutes et tes renaissances. À la fois lucide, drôle et d'une sincérité désarmante, tu incarnes, à mes yeux, une nouvelle génération d'auteurs qui savent encore écrire, qui maîtrisent encore l'agilité et la profondeur des mots, qui osent transformer leur fragilité en force et leurs blessures en paroles. Comment est-ce que tu vis cette exposition nouvelle où tu te mets quand même à nu? Tu racontes ton hospitalisation dans des cliniques Absolument. pendant 2 ans, qui était en quelque sorte une traversée de l'enfer, mais sur laquelle tu as mis de la beauté, ou en tout cas tu as réussi à mettre de la beauté. Alors, il y a eu de l'enfer, et puis il y a eu des choses miraculeuses, comme toujours quand on plonge, il y a autant d'enfer que de miracles. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'avais très envie de transmettre, c'est de dire, bien sûr, il y a ces moments où pendant 5 mois, on va regarder un plafond, et puis on va rien faire d'autre que regarder le plafond, et il n'y a ni ambition, ni espérance autre que regarder ce foutu plafond blanc. Et puis en même temps, il y a ces moments qui relèvent presque de la magie où on a un échange dans un couloir avec quelqu'un qui est malade, et puis on va dire un truc, on va rire. Je crois que la beauté est, comme toujours dans les moments extrêmes, encore plus extrapolée que le chagrin. Quelles étaient les raisons de ton hospitalisation? Un jour, j'ai fait une crise, ce qu'on appelle maniaque spectaculaire, où tout d'un coup, vraiment, j'étais hors de moi, et où il a fallu agir. Et c'est suite à ces quelques semaines de manie que je me suis retrouvée hospitalisée contre mon gré d'abord, et puis ensuite de mon plein gré. Alors dans Rire ou sombrer, on sent une écriture très lucide, parfois ironique, avec aussi une forme de cynisme, souvent courageuse. Est-ce que cet humour caustique, acerbe, au vitriol finalement, est-ce que ça a été pour toi une manière de rester vivante lorsque tout semblait vaciller? Ça a été peut-être, si je dois dire, la seule chose qui m'a tenue debout, c'est bien cela. Et d'ailleurs, je disais à mes grandes amies ou à mes très grands proches, si je perds cela, c'est foutu. Donc cela c'est l'écriture ou cela c'est l'humour? L'humour, Ah, l'humour, pas du d'accord. tout l'écriture. L'écriture, j'en étais absolument foutue dans l'état dans lequel j'étais. En revanche, rire de moi, pouvoir même rire d'une situation pas drôle du tout, ça m'a toujours permis de vivre. C'est peut-être ma plus grande force de vie, elle vient de là. Elle vient de cette envie de rire de moi-même, quelle que soit la situation. Je me demandais si certaines de tes héroïnes ou de tes héros dans cette littérature qui t'a enveloppé toutes ces années t'ont accompagné dans ces moments difficiles, comme des présences silencieuses ou des compagnons de route. Est-ce que je me trompe? Alors, je te dirais qu'au plus profond de la dépression, non. Là, vraiment, au plus profond de la dépression, on est seul. Il y a malheureusement pas, enfin en tout cas pour moi, il n'y a pas eu de compagnon, il n'y a pas eu d'aide.
Même pas dans les romans. Même pas dans les romans, même dans des romans que j'avais adorés. D'abord, il m'était impossible de lire, impossible de relire, impossible de regarder une émission de télé-réalité. Pour te dire à quel point on est dépourvu de tout. C'est que même un truc aussi bête que de la télé-réalité, on n'y arrive pas. C'est compliqué parce qu'il y a des moments où certains, ceux qui nous viennent sont pas des amis. C'est-à-dire, si on pense à Anna Karenine ou à Emma Bovary en pleine dépression, c'est pas des copines. Mieux vaut ne pas les convoquer. Ouais, Et je vais te dire un truc un petit peu idiot, mais peut-être qu'une héroïne, et Dieu sait que je suis élitiste, mais pour le coup à laquelle je me fais beaucoup penser pendant ces quelques mois d'horreur, c'était plutôt Bridget Jones. ah oui. Voilà, Ah ouais. c'était plutôt D'accord. une fille en En vieux survêt, en vieux pyjama pyjama. et qui pleurait devant un film d'amour. Elle est drôle. Je crois que ce serait plus honnête que de dire oh, je me suis pensé Anna Karina. Non, non, je crois pas. Quelle était la part d'Élodie et la part de tes héroïnes quand tu faisais ou quand tu fais tes critiques? Est-ce que parfois tu t'identifies à tes héroïnes? J'ai l'impression d'être toujours, de m'identifier toujours au personnage, que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs. Hein. Tu citais Céline parce que je suis allée le voir au théâtre. J'ai repris Le Voyage au bout de la nuit. Dieu sait ce que l'homme me déplaît, ce que ses opinions ont pu me déplaire. Il n'empêche, quand je lis Le Voyage au bout de la nuit, euh, je me sens être Ferdinand. Je crois que je n'aimerais pas autant lire si je sentais une distance avec... Alors évidemment, il peut y avoir des personnes avec que j'ai en horreur, mais se sentir en horreur avec quelqu'un, c'est aussi être très proche. Je crois que celui que j'aime le plus, mais ce n'est pas un personnage de roman, probablement celui que j'aime le plus, c'est Albert Camus. Voilà, Pourquoi? oh, parce que je trouve que c'est un philosophe qui me plaît, qui est solaire, qui dépeint l'absurde comme personne et oh, qui de mieux pour parler des noces ou de l'Algérie ou de ces contrées euh, lumineuses et Ton parcours t'a confronté à la fragilité humaine. Penses-tu que la littérature peut aider à traverser la souffrance, non pas en l'effaçant, mais en lui donnant du sens? oui, 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 ça j'en suis convaincue. Je pense que, bon, il y a deux choses. Quand on est vraiment très au fond du gouffre, c'est peut-être pas à ce moment-là qu'on va se dire, tiens, on va lire les frères Karamazov et puis ça va me sauver. Non, Ou bien Germinal de c'est pas Zola. possible. C'est pas possible. Je crois que la littérature sauve de beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'elle sauve des vies, mais je crois en revanche que la littérature est un des meilleurs moyens de supporter l'existence, oui. Ça, c'est sûr. Raison pour laquelle tu donnes des cours, des ateliers d'écriture dans le cadre de la haute école de... Travail social à Genève. Et c'est des étudiants qui sortent de leur maturité et puis qui veulent se destiner au métier d'assistants sociaux. J'essaye de les amener à écrire sur leur propre expérience de vie, d'y réfléchir, de revenir dessus afin de pouvoir ensuite s'occuper des autres. Je crois toujours qu'il faut partir de soi d'abord, se comprendre un peu en soi, se mettre de la lumière en soi avant de pouvoir Écrire sur les autres. écrire sur les autres. Absolument, Il me absolument, semble. absolument. C'est comme ça quand je vois les choses. Justement, j'ai tiré quelques extraits de certains de tes passages de ton livre qui sont très forts et j'aimerais bien que tu me les commentes, s'il te plaît. Alors, par exemple, sur la chute et le moment où tout bascule, tu écris, parce que donc tu es hospitalisé en urgence, et tu écris: je veux bien être un peu folle, soyons sport, mais pas au point d'être attachée sur un brancard. Comment est-ce que tu
tu as réussi à vivre cet instant sans crever. Bah, je crois que je m'en rappelle très bien d'ailleurs de ce moment-là et je me rappelle très bien d'avoir été sanglée. Et puis, je me dis, mais enfin, c'est lunaire, enfin, c'est grotesque. Je tue personne. Il y en a d'autres qui sont un peu plus importants en ce moment à attraper. Vraiment, oui, c'est là où l'humour déjà nous sauve un peu. Un peu plus loin, sur la reconstruction, ces gestes minuscules qui t'ont sauvé, tu écris: pour ne pas tomber ni dedans ni dehors, je commence à m'accrocher à des gestes minuscules, ridicules, presque dérisoires, mais qui, mis bout à bout, tiennent lieu de parachute. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de ces petits gestes qui ont été pour toi des cannes, des béquilles qui t'ont aidé à faire le choix de la vie? C'était tellement peu de choses, parce qu'au début, il y a tellement peu de choses qui nous rattachent à la vie. Ça nous semble tellement simple quand on en est sorti, mais de ce qu'il faut de courage pour affronter le monde, c'est-à-dire affronter une douche, c'est-à-dire affronter un truc pour se laver les cheveux. Ça a l'air simple, c'est terriblement compliqué quand on est en dépression. Ça a l'air bête tout. Tu veux dire de prendre une noix de shampoing dans la main, c'est déjà compliqué, quoi. Oh, et ô combien, quand on est au fin fond de la dépression, se doucher et se laver les cheveux, c'est un exploit. C'est un exploit. Parce que tu écris là aussi, parce qu'un gouffre, parfois, se comble, millimètre après millimètre. Bien sûr, tout d'un coup, on arrive à s'appliquer du rouge sur les ongles des pieds et c'est absolument incroyable vu d'où on vient. Et puis cela permet ensuite qu'on aille se faire un thé. Et puis le fait d'avoir fait un thé nous permet d'aller faire encore autre chose. Oui, c'est des toutes petites actions ridicules, mais qui mis bout à bout, font qu'on sort du lit et puis qu'on n'en rentre pas avant le soir. Tu écris aussi sur le courage, cette petite rébellion intérieure. Pour deux cœurs sous perfusion de courage, c'est une insubordination. Donc une très belle image de la résistance intérieure. Hein. Tu peux nous raconter peut-être le passage où avec un co-pensionnaire d'une de ces cliniques que tu as visitées, eh bien, vous êtes échappé au bord du lac, vous êtes baigné, vous avez fait griller des cervelas, ou je ne sais plus trop quoi maintenant, mais enfin, vous êtes échappé de cette clinique comme de jeunes ados qui font le mur, et on sent dans ce passage-là une forme de félicité extraordinaire. Tout à fait, je crois que dès le moment où on est en mesure de contrarier l'ordre établi, je ne suis pas médecin et je ne suis pas infirmière, mais j'aimerais savoir si dans leur dossier, ça en fait partie, le moment où tout d'un coup quelqu'un va s'opposer à une loi. Est-ce que c'est un signe de bonne santé? voilà, est-ce que c'est pas un signe de voilà, reprise? est-ce que c'est pas quelque part bon, C'est une bonne chose. Tant qu'il reste dans sa chambre à pleurer et puis à attendre qu'on lui dise l'heure des repas. Je crois effectivement que le moment où tout d'un coup on a des velléités comme ça de faire un truc qui est pas forcément permis, oui, on est sur la bonne voie. D'ailleurs, je crois que c'est après cette sortie interdite à vous baigner dans le lac tous les deux et à regarder les étoiles que, en fait, si mon souvenir est bon, mais je me trompe peut-être, que le personnel médical a décrété que vous étiez bon pour rentrer chez vous, finalement. Alors, c'était un petit peu plus compliqué que ça, dans la mesure où on l'avait fait effectivement à un moment où malheureusement, non, c'était plus une sorte d'assurance maladie qui disait, bon, il nous coûte bien cher ces deux-là et on va les virer. Et on a dû sentir le moment, que c'était le moment de faire une bêtise. Une bêtise, c'était une très petite bêtise. On a dû sentir que c'était foutu pour foutu, autant en faire quelque chose. Autant rire. Autant rire. Tu écris plus loin,
Un rire hors la loi, c'est joli ça, un rire hors la loi, un rire d'évadé, revenu de justesse. C'est beau ça, c'est vraiment, c'est une phrase magnifique qui résume l'esprit de ton livre, le rire malgré tout en fait. Même si ce rire doit être jaune, parce qu'il y a quand même beaucoup de rires jaunes. Je crois que le rire peut prendre toutes les couleurs. Même si le rire est jaune ou Ah même si oui, le rire est noir, oui, je préfère toujours cela à ne pas à de ne rire pas de rire, tout. à ne pas rire. Ma mère m'a conté plusieurs fois à quel point il y a des moments où je ne riais de rien, Mhm. moi qui suis plutôt rigolarde. Et elle m'a dit, c'est là où j'étais très inquiète. C'est trop touchant parce qu'à un moment donné, bah, tu rentres chez toi et puis tu écris je n'ose pas reprendre ma vie, je ne sais plus où je l'ai posée. C'est merveilleux ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Quand on récupère ensuite ce qui fut sa vie, bah, ça ressemble à rien. Il faut réapprendre son quotidien quelque part. Complètement. Alors évidemment, l'héroïne de ton histoire, de ce merveilleux livre, la grande héroïne qui m'a profondément bouleversée parce que tu le racontes si bien avec tant de délicatesse, c'est ta mère. C'est ta mère qui vient, qui est là, une main tendue 24 heures sur 24, et tu écris, alors que tu étais tout juste hospitalisé depuis quelques jours, dans une grande solitude, et tu écris, et soudain un bruit, un seul, le claquement précis d'un pas connu, un pas de femme, rapide, décidé, un peu nerveux, celui de ma mère. Mon cœur bondit avant même que je comprenne. J'ouvre la porte. Elle est là. Elle me prend dans ses bras d'un geste immense, si fort que je redeviens sa petite fille, celle qui tombe, celle qu'elle relève toujours. L'amour maternel comme refuge d'enfance, son parfum, le jasmin de mon enfance, de ses foulards, de nos matins de mai, de nos voyages dans le désert. Ma mère m'écoute, elle ne m'interrompt pas. Ma mère contre la bureaucratie médicale, un combat de gladiatrice. Ma mère, héroïne malgré elle. On a l'impression que c'est cet amour inconditionnel d'une mère pour sa fille qui t'a rendu à la vie. Est-ce que je me trompe? Oh, absolument. Je crois que bien avant de me battre pour moi-même, je me suis battue pour ma mère. Et ça depuis très longtemps, hein. Ça depuis, ça fait pas depuis cet épisode qui, qui date d'il y a 2 ans et demi maintenant. Euh, Chaque fois que j'ai eu envie D'en finir. d'en finir ou des envies noires, ou pas forcément d'en finir, mais en tout cas de mettre dans des situations qui étaient... Je me suis toujours dit, non, non, tu ne peux pas faire ça à Tu peux pas décevoir ta cette mère. femme-là. Il y a des femmes qu'on ne déçoit pas. Et ma mère en fait partie, clairement. C'est une mère à la fois à l'écoute, et puis et en même temps, ce qui est frappant avec elle, c'est que même quand elle ne comprend pas, et Dieu sait il y a des choses qu'elle n'a pas comprises pendant et a raison, pendant cette maladie, il suffisait que je dise, maman, essaie de comprendre, voilà ce qui se passe dans ma tête, et puis voilà comment ça... Je, je la regardais et je voyais qu'elle se mettait absolument son attention dans ce que je lui racontais. Et à la fin, elle dit, ah d'accord, ah oui, je comprends, d'accord. Donc non, quand on a une mère qui fait tant de choses pour soi, non, On doit rester en vie. on lui donne tout. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de rester en vie, et finalement, avant tout pour toi, plus que Maintenant, pour ta mère? maintenant c'est pour moi, maintenant c'est pour moi. Mais je sais que dans les moments de désespoir, ce sera toujours d'abord pour maman. Et puis ensuite, ce sera pour moi. Et dans les bons moments, ce sera pour moi. Et d'ailleurs, tu écris aussi plus loin, son amour immense et déraisonnable finira bien par me sauver. Je m'y accroche pour y croire. On ne trahit pas une femme qui aime ainsi. C'est exactement ouais, ce que tu as je dit, crois que ouais. c'est vrai. Magnifique. Je crois qu'on peut pas faire ça. Et puis ta maman qui te dit demain, dans un mois ou dans 6, tu te réveilleras heureuse, mon ange. Il faut y croire
et permets-moi d'y croire pour toi en attendant. Mais on a envie de pleurer quand on te Ouais, lit ces sublimes. elle a toujours été cette mère miracle, une mère, je dirais un petit peu entre celle d'Albert Cohen et celle de Romain Gary, peut-être en étant moins directive, mais elle était ce genre de mère-là qui soutient coûte que coûte, vaille que vaille, un enfant. Et puis dans ces petits gestes, comme tu dis, que tu dois reconquérir, vraiment avec toute la force de ton âme, finalement, tu écris un matin, prise d'une audace folle, je remets du mascara, un œil, puis l'autre. Et je peux te dire que tout d'un coup, quand tu fais ce genre de tout petits gestes-là, après avoir été pendant 6 mois à être un légume, eh bien, ben, ça compte, effectivement, tout d'un coup, se mettre un coup de rouge ou de mascara ou peu importe. Un Ouais, coup de peigne. c'est un coup de peigne, ça veut dire quelque chose. Et donc aujourd'hui, tu es guérie par toi-même aussi, hein. C'est clair que ta mère y est pour beaucoup, Ma mais mère il y a y est pour aussi beaucoup, bien ta sûr. ténacité, ta force, ta persévérance, ta force intérieure incroyable, hein. Et tu écris à la fin de ton livre, ou je ne sais plus précisément, ou peu importe, revenir, un mot simple, un mot modeste, mais parfois ce retour en un seul morceau, même rapiécé, est déjà une victoire. Qu'est-ce que ça te fait de qu'on te lise? Est-ce que comment tu te sens C'est quand tu toujours, t'entends c'est toujours lire, très émouvant. Beaucoup plus émouvant que quand je quand me tu lis, l'écris? ou quand je me lis à voix haute pour Mhm. voir. C'est toujours une expérience assez fantastique. J'ai pas l'impression que c'est mes mots et c'est toujours une découverte en tout cas. Et puis alors bien sûr, on va aussi encore un petit peu montrer ta faculté à rire de tout, ton autodérision dès l'arrivée à l'hôpital. Quand quand tu es transporté sur ton brancard, attaché, où tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quand même pas une criminelle, et que tu passes sous ces néons, tu écris mais c'est peut-être ça la fameuse lumière au bout du tunnel, bah, version hôpital public. Ça, c'est joli aussi. Les néons m'agressent avec l'acharnement d'un écrivain raté. Toujours trop, jamais bien. Alors voilà, pour quelques extraits de ton livre, on revient peut-être maintenant à ta grande aventure littéraire. J'aimerais qu'on aborde un petit peu la littérature d'aujourd'hui. Parce que moi, j'ai adoré lire comme toi. Et puis franchement, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a que des romans de boulevard, qu'on a que des romans de gare. C'est mal écrit, c'est moche. Je n'arrive plus à trouver cette inspiration, cette force, cette envie de m'évader à travers la littérature. Raison pour laquelle je crée mon propre roman à travers ma vie et mes voyages et le journalisme. Et puis aussi, bien sûr, en faisant des interviews comme la nôtre avec des gens inspirants qui Bien donnent sûr. envie d'aimer la vie envers et contre tout. Comment regardes-tu, toi, qui est vraiment devenue une référence dans la critique littéraire, hein, comment regardes-tu la littérature contemporaine? Est-ce que tu trouves qu'elle ose encore explorer la profondeur de l'âme humaine, ou qu'elle se laisse parfois séduire par l'apparence et le bruit médiatique? On a l'impression maintenant qu'il n'y a plus que deux, trois grands romanciers faciles qui sont présentés en tête de gondole, hein, puis c'est tout le temps les mêmes, hein. Je ne vais pas les nommer pour ne pas les blesser. Oui, on les devine, on les On les devine. devine. D'ailleurs, je précise de dire que tu as tu tiens une chronique au sein de mon média en ligne Planète Vagabonde, qui s'appelle La vie ardente d'Élodie Perlet. Et tu viens de faire tu viens d'écrire un merveilleux article sur la femme de ménage, hein.
Euh, et je trouve que c'est tellement juste aussi de, de passer cette littérature-là au scanner de ta conscience et de ton expérience. Et que penses-tu de la littérature contemporaine alors? Alors écoute, j'ai plein d'idées qui se chevauchent. Évidemment, il y a cette immense place donnée à des livres comme La femme de ménage, qui sont des sortes de petits Netflix. Longtemps, on a dit que l'écriture était l'art de la lenteur. Et maintenant, c'est le contraire. L'écriture, c'est l'art d'aller le plus vite De la possible. rapidité, Voilà. de la Mais vitesse. comme, De la comme pour vitesse et de la tout. rentabilité. Comme pour tout, Ouais, ouais, comme ouais. pour un scroll, comme C'est pour... ça, c'est ça. Faut Donc scroller un livre. évidemment, là-dessus, je suis absolument intraitable, je déteste, je suis mauvaise, je suis pleine de hargne, je n'ai aucune compassion. En revanche, je me rends compte que dans la littérature contemporaine, il y a des écrivains qui sont exceptionnels, Ah oui. Ah voilà, donc, fais-nous exceptionnels, rêver. Réconcilie-moi avec la et littérature contemporaine. qui ne sont pas forcément français. Alors il y en a quelques-uns qui sont français. Je pourrais par exemple parler de François-Henri Désérable, qui a eu le prix de l'Académie française. Je pourrais parler de Miguel Bonnefoy, qui est un écrivain alors vénézuélien qui reprend tout ce qu'il y avait de si beau dans Garcia Marquez, dans cette écriture chilienne, baroque, sud-américaine. Euh, il y a toute la littérature absolument splendide de l'Afrique, qu'on connaît mal, et avec des auteurs africains contemporains qui sont absolument extraordinaires, comme Mohamed Bougarsar, le plus connu d'entre eux, puisqu'il a eu le prix Goncourt en 2021, mais comme son ami Elga Suleiman, qui est aussi un très grand écrivain. Peut-être qu'on on est trop centré sur la France, enfin la francophonie, la petite francophonie, mais on oublie de découvrir des vrais géants de la littérature. Donc je suis plutôt positive, moi. Ah oui, quand Je même, pense il y que en a encore, des vrais oh, écrivains. À des part toi, écrivains. je doutais. Par rapport au prix littéraire, qui occupe bien sûr une place importante dans la vie culturelle, selon toi, est-ce que ces prix reflètent-ils toujours la véritable qualité d'une œuvre ou répondent-ils parfois à des logiques qui dépassent la littérature elle-même? Alors ça, j'en sais absolument rien parce que je me suis vraiment jamais intéressée au prix littéraire. Celui de cette année, Laurent Mauvigné, est un immense, à mon avis, un immense écrivain. Amélie Nothomb. C'est quand même un monstre de travail. Elle écrit plus de 5 heures par jour. Ensuite, elle va dans ses éditions, sa maison d'édition. Elle répond à chaque lettre Ah ouais. manuscrite de chaque personne qui Mais lui non, écrit. alors ça, chapeau, Elle fait absolument. ça pendant 4 Ouais. heures par jour, Ah tous les waouh. jours. Donc, il n'y a pas une lettre qu'on envoie à Ah Amélie ouais. Nothomb qui n'aura pas de réponse qu'elle n'aura répondu. Elle n'a pas de mail, elle n'a pas de téléphone portable, elle fait tout ça. Je dirais que c'est justifié. Je dirais qu'ensuite, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Effectivement, quand il y a eu le prix Nobel de la littérature entre Kundera, entre Annie Ernaux, entre je ne sais plus qui décide, pourquoi pas Kundera, enfin bon, moi j'étais vraiment pour Kundera, ça je pourrais pas me prononcer. Je crois que c'est un monde là que je ne connais pas. Est-ce que tu vas nous raconter un... Parce que je sais que tu as rencontré beaucoup d'écrivains, évidemment, personnellement. Euh, Tu peux nous raconter une ou deux de tes plus belles rencontres avec un écrivain? Est-ce qu'il était à la hauteur de l'image que tu t'en faisais, euh, humainement parlant? Est-ce qu'il était à la hauteur de son écriture? Ou elle? Oui, Qui as-tu rencontré ou... il y en a beaucoup qui ont été à la hauteur de je dirais peut-être, je penserais peut-être à cette écrivaine française qui s'appelle Sarah Chiche, qui est à la fois
romancière et psychanalyste et que j'ai eu le bonheur de rencontrer pour l'interviewer et qui était effectivement une femme aussi profonde dans ses livres et dans ce qu'elle racontait que dans sa façon de s'exprimer, de se livrer à quelqu'un. Oui, Sarah Chiche a été une belle rencontre. J'en ai eu d'autres de belles rencontres, mais gardons celle-là. D'accord. Est-ce que tu as envoyé ton livre à ton père? Et comment a-t-il réagi? Est-ce qu'il y a eu... Non, je n'ai pas envoyé mon livre à mon père parce que mon père n'est pas en mesure de lire, donc il faudrait que ce soit sa femme qui le lui lise. Et je ne pense pas qu'il aurait la patience d'écouter. Je crois que malheureusement, le livre est arrivé trop tard pour être entendu. Alors, je crois que tu as déjà écrit ton deuxième livre qui va sortir prochainement. De quoi vas-tu parler dans ce deuxième livre? Alors, en fait, j'en ai deux. Il y a un livre où je rends honneur, justement, enfin, en tout cas, je fais le portrait de mon père et de son écriture et de sa personnalité complexe. Euh, c'est un livre doux, amer. Je rends hommage à l'écrivain Un écrivain. exceptionnel. Je rends hommage au père qu'il a pu être pour moi en me montrant certains livres que je n'aurais pas découverts sans lui. Je me montre aussi tout à fait lucide quant à ses défaillances en tant que père. C'est pas un tribunal, c'est pas non plus quelque chose de laudatif, c'est le portrait d'un homme, d'un homme particulier, en proie avec ses démons, ses tortures internes, et ce qu'il a pu en faire, et ce que ça a pu faire dans sa vie sur ses proches, dont moi. Et puis, il y a un autre livre que je prépare qui sera beaucoup plus gai, beaucoup plus tendre sur l'enfance, sur des vacances d'été, sur quelque chose de beaucoup plus À Majorque? à Majorque, qui sera beaucoup plus doux Et léger. et léger, exactement. Et ma dernière question, ma chère Élodie, si une personne en souffrance, donc qui connaît ou qui a connu la dépression, euh, ou même qui est tout simplement en souffrance pour une raison X, Y et Z, indépendamment de la maladie, si cette personne en souffrance lisait ton livre, quel message aimerais-tu qu'elle entende entre les lignes? Je crois que ce serait, même quand tu n'y croiras plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, sache qu'on peut être vraiment surpris. Je crois que ce serait ça. Je n'y ai plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout cru. Et pourtant, c'est arrivé. Donc ça arrive. Et on n'est même pas obligé d'avoir la foi pour que ça arrive. Ça peut arriver Non, même parce que je crois que t'as pas, j'ai t'es pas, athée. je C'est suis pas, voilà, athée. t'as même pas une dimension, t'as même pas cet appui-là. Non, Et ça, c'est important de le dire. Donc même quand on n'a pas la béquille spirituelle, on peut, on peut y arriver. on peut y arriver. On Trouver la peut se porte de dire, oui, sortie. absolument. Alors j'aimerais conclure sur ce message d'espoir finalement, puisque tu es toi-même l'exemple même de ce que tu avances, c'est-à-dire une forme de rédemption. Aujourd'hui, 2 ans après cet épisode douloureux de ton existence, qu'est-ce qui te donne envie de vivre? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui te rend vivante? Je crois que c'est... je vais dire des banalités, mais je crois que c'est l'amour, tout simplement.
l'amour sous toutes ses formes, l'amour pour ma petite chatte Albertine déjà qui m'attend au saut du lit, l'amour d'amis, de famille qui sont là, de ma vieille voisine qui est contente de parler un petit peu avec moi. Je crois que c'est vraiment le grand moteur de mon existence. C'est pas tellement l'ambition, c'est pas tellement... Non, je crois que c'est cela. Est-ce que tu comprends dans cet amour, évidemment, l'amour pour toi-même? Il est vraiment en construction, il est en chantier. On va y arriver.